Quelqu'un se demande pourquoi le prix des métaux est si bas alors que le processus d'extraction est aussi complexe. Très rentable parce que vous avez un effet de masse, principalement. Alors la question est large, donc je ne peux que le résumer comme ça pour donner le schéma. Vous avez un effet de masse, c'est-à-dire que vous voyez les tonnages en fait, qu'on produit tout à l'heure, je disais dans une usine, vous pouvez monter aujourd'hui sur une mine à ciel ouvert, sans aucun problème sur une usine de traitement comme on le présentait tout à l'heure, sans pas trop de problème. Enfin, un bon opérateur industriel pourra vous faire du 250 000 tonnes jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 250 000 tonnes de roches à broyer, à traiter, c'est gigantesque en fait. Et ça c'est par jour, hein. Et une mine ça fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24, pendant plusieurs années, parfois plusieurs dizaines d'années. Donc c'est-à-dire que le tonnage, par exemple, la mine de Kisladag, la grande mine de Turquie que je vous montrais, actuellement, là, ils ont les autorisations gouvernementales pour stocker 1 milliard de tonnes de déchets. 1 milliard de tonnes de déchets. Donc ce qui fait qu'en gros, effectivement, si vous prenez à la tonne, vous n'avez, on l'a vu tout à l'heure, récupéré en moyenne que 0,8 grammes. Alors le tonnage est plus, enfin la tonnage est plus élevée, peu importe. Mais en fait, du coup, si vous le reportez à la masse que vous traitez, bah, du coup, vous devenez très, très, très rentable, en fait. Donc il faut avoir en tête que ce qui va jouer, c'est l'effet de masse. Et le fait que les coûts de production, vous les réduisez avec des techniques, comme on a vu avec Kisladag, qui sont certes un petit peu chères en termes de coûts d'investissement au départ, mais que vous allez rentabiliser vite avec des coûts opérationnels qui sont réduits, parce que c'est des techniques qui sont peu demandeuses. Super. Peut-on envisager, peut-être je rebondis vite là-dessus, de réguler cela par le prix, justement? Alors là-dessus, ça fait débat entre les chercheurs. Il y en a qui vous disent que oui, que la régulation par le prix se fera. Pour avoir discuté avec des intermédiaires ou des gens qui sont dans la distribution métallique, en gros, ils vous disent, vu les tensions, alors indépendamment même des plans de transition, mais là, vu les tensions qu'on a présentées en introduction sur la situation minière et les évolutions, vu les tensions qu'on a, de toute façon, certains m'ont dit, quoi qu'il en soit, maintenant, ça va être aux secteurs qui vont payer le plus cher qu'auront le métal. Alors après, si vous rajoutez les plans de transition, et ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle, donc effectivement, la question du prix va jouer, mais plus en ces termes, je dirais. C'est-à-dire, en fait, il y a des publications là pareil, dont je pourrais vous donner les références, publications de 2021 et 2022, notamment Azevedo et al. 2022 de mémoire, qui en fait vous parlent justement de ces tensions-là et des prévisions que ça va avoir. Parce qu'en fait, on sait qu'on ne pourra pas produire tous les métaux qui sont là, c'est impossible en fait, hein, on n'aura pas la possibilité de le faire. Il faut, voilà, les perspectives qui sont annoncées à 2030, il y a une publication de PwC de 2022 qui dit on est dans l'incapacité totale d'accéder à ces provisions-là. On ne peut pas mettre en place des mines dans un temps record, hein, on n'ouvre pas une mine comme ça, là il faut 10 à 15 ans, c'est pas possible. Donc tout ça pour vous dire qu'en gros on sait qu'on aura des tensions qui seront liées à tout ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire difficulté d'accès à l'électricité, difficulté d'accès à l'eau pour les sites industriels, et du coup vous allez avoir cet effet-là qui va se combiner avec tous les effets dont on a parlé, des minerais de plus en plus complexes, des teneurs qui diminuent, des surfaces qui augmentent, plus toutes les autres problématiques sanitaires et environnementales qui vont se rajouter. Et donc au total on s'attend plus à un effet du prix en disant qui pourra payer le métal le plus cher. Et en tous les cas, c'est comme ça qu'on en parle depuis à peu près une dizaine d'années. Comment incitez-vous ce changement de paradigme concrètement? Comment est-ce qu'on l'incite? Est-ce que c'est par les politiques publiques, par la population, les entreprises? Où initie-t-on ce changement? Alors, nous, à Systex, on a choisi de répartir en fait, ce travail de sensibilisation au sein de toutes les structures, donc qu'elles soient industrielles, institutionnelles, académiques, étudiantes ou autres de la société civile, parce qu'on pense que du coup, vu les enjeux, vous voyez, on parle de tous les secteurs, on parle de tout le tableau de Mendeleïev, donc vous vous rendez compte des enjeux qu'il y a derrière. En fait, là, toute cette salle est blindée de métal, quoi. Donc, et on parle que de cette salle. Vous voyez, il y a une ville derrière nous, autour de nous. Donc, on n'est pas, en gros, le postulat de Systex, c'est de dire il faut que tout le monde soit informé et que tout le monde fasse pression. Pour se rendre compte des difficultés qui sont associées, il faut le faire chez soi, en fait. Et c'est pour ça aussi que quand on fait des conférences, en fait, je présente des objets du quotidien, y compris des cadres de fenêtre, en fait. C'est est-ce que vous seriez déjà capable, vous, dans votre vie, dans le quotidien, déjà, pour se rendre compte déjà de ce que ça représente, déjà de supprimer le maximum de métal. Et là, vous allez bader, quoi. C'est terrible, en fait, quoi. Si on peut, à Systex, on essaye tous, en fait, de pousser le métal hors de nos maisons. Forcément, on travaille à Systex, donc autant vous dire que, voilà. Et en fait, c'est extrêmement dur, quoi. Alors, y compris dans les services, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de la nécessité, déjà, des fameux usages essentiels, de rappeler qu'on a besoin du numérique dans les usages essentiels. Je parle toujours de cette anecdote. Aujourd'hui, à Paris, moi, je ne peux plus envoyer un colis sans avoir fait appel dans une poste à un écran tactile. Je n'ai pas besoin d'écran tactile pour envoyer un colis, il y a l'adresse dessus, quoi.
Enfin, c'est pas normal en fait. Et j'ai mis longtemps, le plus longtemps possible, j'allais très très loin. Parfois, je faisais 45 minutes de métro pour aller jusque dans une poste qui acceptait de prendre mes colis pour que j'ai pas besoin de taper sur un écran numérique en fait. Maintenant, je peux plus le faire parce qu'ils sont tous avec leurs maudits écrans numériques. Et un jour, un pauvre postier m'a dit, je comprends pas pourquoi vous vous énervez. Alors, du coup, je lui ai raconté tout ce que je vous ai dit là en 10 minutes. Et le monsieur, il est parti en pleurant. Mais et il a démissionné de la poste. Non, je sais pas du tout, c'est une blague. Mais en tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que en fait, pour nous, en fait, il y a tous les échelons. Et une personne déjà, en fait, si déjà à l'échelle, vous me dites mais non, mais l'échelle individuelle par rapport au masque que ça représente, mais en fait ce dont je vous ai parlé, c'est de biens du quotidien, quoi. C'est un téléphone, c'est un cadre de fenêtre, c'est un vélo, électrique ou non d'ailleurs. Enfin, là, je suis en train de vous parler de choses du quotidien et qui en fait ne sont absolument pas prises en compte ni chez vous, ni dans vos entreprises. Tout le monde n'en a rien à faire, on consomme du métal comme si c'était du consommable, et encore moins après, dans des échelles plus grandes, quoi. Donc en fait, effectivement, théoriquement, on devrait avoir des politiques qui nous aident derrière, donc il y a des structures qui le font et qui le font bien dans la société civile pour aider à ce que ça pousse, mais malheureusement, le changement, il n'est pas encore à ce niveau-là. Et par exemple, moi, le fait que je dénonce à l'échelle individuelle en disant, moi, je ne veux pas de métal, arrêtez de m'envoyer des mails, j'ai pas d'agenda électronique, je déteste les réseaux sociaux, je veux pas de numérique dans ma vie, mais en fait, les gens me le reprochent. Mais enfin, c'est quand même fou, c'est-à-dire que les gens vous disent mais non, il faudrait que vous ayez plus de numérique, c'est quand même plus pratique, etc. Mais je sais pas, allez regarder une seule des conférences que je donne, vous comprendrez pourquoi je n'en veux pas, c'est pas possible. Vous pouvez pas prôner et dire tout ce que je dis, et après passer tout son temps sur Facebook avec des applications, des serveurs, des réseaux, des terminaux, et je ne sais, et j'en passe, qui vont pas être recyclables, on l'a dit précédemment. Donc je pense que tout le monde doit agir, mais que pour ancrer son discours dans une réalité et dans des propositions qui soient adaptables, il faut déjà pouvoir le faire chez soi, quoi. Et si chacun déjà le fait chez soi, plus les gens qui ont un rôle particulier dans une entreprise peuvent influencer dans les entreprises, ça fait déjà beaucoup de changements parce qu'encore une fois, avant de parler des transitions, c'est la matérialité de chez vous, de votre quotidien, de vos entreprises. Quelle forme d'économie pour dépasser la disparition de la croissance et que répondre du coup aux personnes qui font la promotion d'une économie dématérialisée et donc décorrélée des flux de matière et d'énergie, une économie de la connaissance, une économie du savoir, une économie des services? Alors, la dématérialisation, je pense qu'on l'aura compris, n'existe pas. Hein, ça n'existe pas, on a besoin de matière, on a besoin d'énergie, quoi. On ne peut pas faire sans matière et énergie. Par contre, en fait, effectivement, il y a des travaux, notamment aussi, alors peut-être que c'était sous-entendu dans la question, mais par exemple dans l'économie de fonctionnalité plutôt que l'économie de la valeur du bien, en fait. En fait, il y a, dans les gens qu'on lit dans le domaine du recyclage, qui dénoncent fermement la situation dramatique que je vous ai présentée à grands traits du recyclage actuellement, il y a des gens en fait, qui parlent en fait, plutôt de la possibilité d'un découplage relatif, puisque la plupart des gens s'accordent pour dire qu'il n'y aura jamais de découplage absolu dans notre monde, même des travaux récents de 2020 de l'UNEP le rappellent. Donc en fait, il n'y aura probablement pas de découplage absolu, hein, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à créer de la valeur sans matière, ou sans bien, ou sans métal. Bon, si moi je parle que des métaux, le reste je connais beaucoup, enfin, je ne vais pas prétendre connaître le reste. Et en tous les cas, par contre, l'idée c'est de dire l'économie des services. Donc c'est-à-dire qu'en gros, la théorisation, encore une fois, de ces chercheurs, et de mémoire Gross, dans une publication François Gross, dont je vous parlais tout à l'heure en 2010, en parle aussi, c'est le fait de dire, là, aujourd'hui, vous créez de la valeur au moment où vous vendez le bien. Donc votre but, c'est que le bien, schématiquement, le bien tourne le moins longtemps possible pour que vous le jetiez et que vous en rachetiez un autre. Et la valeur, du coup, va se créer à chaque étape de l'achat. Et du coup, il y a des réflexions, en tous les cas, je vous donne que ce que j'ai lu dans le domaine métallique, c'est la création de valeur sur des personnes qui sont en capacité de réparer et de réemployer. Alors avec tout ce que représente le réemploi et la réassemblage ou la remanufacture, attention, c'est vraiment pas joli non plus, hein, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tous les cas, gardons ces idées-là, qui permettent en fait du coup de dire, moi je ne vais pas racheter un appareil, mais je vais payer quelqu'un, donc je vais créer de la valeur par le service qu'il va m'offrir derrière sur la réutilisation du bien. Et donc du coup, j'ai plus besoin de faire de la valeur sur la vente, je recherche la valeur sur la fonctionnalité ou sur l'amélioration de la fonctionnalité. C'est tout ce que je peux vous en dire à ce stade par rapport aux travaux que moi j'en ai lus, qui se rapprochent de ce que vous dites, quoi.